temps des cerises, les guerres signalent, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle, mon cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Arracaille, qui sera ce jour d'aujourd'hui consacré à deux artistes peintres qui ont une histoire lourde, Charlotte Salomon et Boris Taslitsky. Voilà. Oui, vous verrez ça. Charlotte morte jeune, Boris mort beaucoup plus vieux, hein, mais qui tous les deux ont une vie quand même assez particulière, si on peut, sinon extraordinaire. Voilà. Durant cette émission, et pour commencer tout de suite avec le presse-papier, nous porterons un regard en marge sur l'art. Enfin, nous essayons en tout cas, avec nos petits bras. Et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Alors là, on a un boulevard. Hein. Voyez-vous ? Bon. Et aussi une citation trad dans ces débuts d'émission, pour mettre en bouche. Vous écoutez, s'il vous plaît ? Sortez un peu de votre torpeur matinale. La peinture n'est pour moi qu'un moyen d'oublier la vie. Un cri dans la nuit, un sanglot raté, un rire qui s'étrangle. Et c'est de Georges Rouault. Oui, ça ira assez bien avec les deux artistes dont on va vous parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde, je rappelle le numéro du studio pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission, le 01 43 71 89 40. Ce jour-là, on avait rencard pour filer un coup de pierre au cul à ce vieux monde et au tocard qu'on profite et qu'il manipule. On se retrouve donc sur le boulevard, Coco, Baba avec leur grand tif, pacifiste, écolo, anard, à la manif. Un petit soleil, tous quatre gaillards, chauffaient les têtes et les casquettes. Il y avait plein de cars de banlieusards, des provinciaux presque en goguette. Les sidérurgistes en pétard allaient devant, revendicatifs. 500 cheminots suivaient peinards à la manif.
Blouses échancrées sur leur nibar, les belles copines des hostos, les frangines des salles de garde avaient entonné Bella Ciao. Après les instits furibars, venaient des sans-papiers pas craintifs du tout, c'est qu'il n'y a pas de père fouettard à la manif. Des chômeurs gueulaient, y en a marre, on paiera plus pour vos conneries. Des lycéennes grimées, hilars, chantaient tout commence aujourd'hui. Drapeau rouge et drapeau noir, peuple joyeux et qui se rebiffe. On n'était pas loin du grand soir à la manif. Tout à coup se pointe sur le trottoir, barre de fer, cagoule, hystérique, des malveillants quasi barbares qui se mettent à casser les boutiques. C'étaient des flics, des faux loupards, des provocateurs, des nocifs. C'est pas d'hier qu'à des charognards dans les manifs. Comme s'ils n'attendaient que ce bazar, les Schmitt nous foncent sur le paletot, les lacrymos se mettent à choir, et d'un seul coup c'est Waterloo. On pleure, on tousse dans son mouchoir, les plus teigneux vont au bourre-pif, les autres s'éparpillent au hasard à la manif. C'est ça la réponse du pouvoir aux pauvres gens quand ils expriment. À circuler, y a rien à voir, ce qui fait quand t'es de ceux qui triment. T'arrives tranquille, avec l'espoir, la juste colère, les bons motifs, et v'lant t'en ramasse plein la poire à la manif. On s'est retapé autour du comptoir, les rescapés plus morts que vifs, chez Camille qui tient un petit bar pas pourri du côté de Villejuif. Y a pas fallu beaucoup de pinards pour qu'on retrouve l'esprit combatif, parce que, comme dit mon pote Nanar, nous on en a dans les calcifs, et demain juré, et pas plus tard, on frappera le coup décisif, et on verra bien ce qu'on va voir. Parce qu'on sera là pour la victoire à la manif, à la manif. C'était Michel Buller qui interprétait à la manif. Oui, une magnifique, évidemment, une magnifique chanson comme Buller savait faire, elle est chantée. Pour une introduction à notre presse-papier qui sera consacré, dont tout le contenu sera consacré, si vous voulez, au procès des Moutiers. N'est-ce pas, camarade Pigeaicou ? Voilà, tout à fait. La semaine dernière, dans mon presse-papier, donc j'évoquais l'inculpation de Grégory suite à une manif pacifiste à Émoutier, ou une manif qui avait eu lieu après la mort de Rémi Fraisse, où des manifestants s'étaient réunis pour manger, boire, et la gendarmerie avait été cadenassée, et Grégory était inculpé et risquait 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Donc nous sommes descendus jeudi 3 septembre matin, on est parti mercredi après-midi pour être à 8h30 au tribunal de Guéret le jeudi, et nous avons donc assisté au procès de Grégory. Donc nous étions à l'intérieur. Là, ce que je vais remettre dans le presse-papier, c'est toutes les prises de parole qui ont eu lieu à l'extérieur pendant que le procès se déroulait. Donc je remercie Ronan de Radio Vassivière qui a pris ces prises de parole et qui a bien voulu me transmettre ces fichiers audio. Donc ça dure une vingtaine de minutes. Le 7 mai 1956, un camion militaire qui faisait partie d'un convoi de jeunes rappelés en partance pour l'Algérie s'arrête à la Ville-Dieu, en Creuse. Les jeunes militaires manifestent leur opposition à la guerre coloniale et la population du village les soutient. D'autres habitants des communes environnantes, notamment Faux-la-Montagne, se joignent à la manifestation pacifique. Le lendemain matin, à l'aube, gendarmes et CRS investissent le bourg de la Ville-Dieu. Quelques-uns s'opposent au départ des jeunes militaires, ils sont matraqués. À la suite de ces incidents, René Romanet, donc le maire communiste de la Ville-Dieu à cette époque, Gaston Fonton, qui était instituteur de Faux-la-Montagne, et Antoine Meunier, habitant de Tarnac, seront arrêtés et inculpés d'entrave violente à la libre circulation du matériel militaire. Alors, malgré plusieurs mobilisations massives, avec plus de 1000 personnes à Faux-la-Montagne, à l'époque, et plus de 1000 personnes à Guéret, alors je ne sais pas combien on est aujourd'hui,
Mais voilà. Et de nombreuses prises de position en leur faveur dans tout le pays, les 3 inculpés seront condamnés à de lourdes peines. Leur histoire, ainsi que celle du soutien massif qu'elle a suscité, mais aussi le souvenir d'une répression féroce et aveugle, demeure aujourd'hui un symbole de l'opposition aux actions militaires dont les habitants de la montagne peuvent encore s'enorgueillir. Voilà, c'est dur. S'enorgueillir. Donc, si vous allez à la Ville-Dieu, encore aujourd'hui, il y a la place Romanet, donc en mémoire du maire communiste de l'époque. 8 novembre 2014, suite à l'assassinat par la gendarmerie du jeune militant écologiste Rémi Fraisse, tué par l'explosion d'une grenade de catégorie militaire au cours d'une manifestation à Sivens, des manifestations ont lieu dans de nombreuses villes de France. À Émoutier, des habitants de la montagne Limousine se réunissent et décident de bloquer symboliquement la gendarmerie pour exprimer leur rage et leur solidarité face à cet événement. Après un pique-nique organisé devant la gendarmerie et quelques chansons, un cadenas est apposé sur les grilles de la brigade. Un appel ensuite suivra sous forme de vidéo sur Internet qui invite à ce que d'autres blocages similaires aient lieu dans un contexte où l'État couvre les meurtres des forces de l'ordre et tente de noyer les responsabilités. Il donnera lieu à des blocages de gendarmerie à Sautron, Saint-Antonin-Nobleval, Millau ou encore à Pau. À la suite de cela, un habitant de la commune de Jançou est inculpé et donc le chef d'inculpation que l'on retrouve est entrave à la circulation de personnel et de militaires en vue de nuire à la défense nationale. L'infraction qui permet l'inculpation d'aujourd'hui est bel et bien la descendante de celle qui valut la condamnation de Fonton, Romanet et Meunier à l'époque, créée en 1950 au moment de la guerre d'Indochine, puis largement employée au cours de la guerre d'Algérie pour réprimer les insoumissions telles que celle de la Ville-Dieu. Cette infraction est entrée dans le code pénal qu'en 1960. Depuis cette époque, cette infraction n'avait jamais été utilisée dans aucune affaire. C'est la première fois que ce chef d'inculpation ressort depuis 1956. Alors c'est un pied de nez extraordinaire vu qu'il a été employé juste à côté de chez nous à la Ville-Dieu, dans l'affaire de la Ville-Dieu. Avec presque 60 ans d'intervalle, c'est donc un curieux télescopage historique qu'opère aujourd'hui l'appareil répressif, mobilisant un délit qui révèle dans le code pénal des atteintes à la nation. Bonjour, moi je vais prendre la parole au nom de l'Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières. Je vais vous en lire le texte fondateur. Nous, mutilés et blessés, familles et proches, collectifs et associations de soutien, nous nous sommes réunis les 8 et 9 novembre 2014 à Montreuil afin de nous organiser pour ne plus nous laisser faire et réagir face à la police. Nous sommes venus de toute la France, habitants des banlieues, manifestants, grévistes, zadistes, lycéens, étudiants, migrants ou supporters de football. Nous sommes de plus en plus nombreux à subir la violence de la police et l'impunité policière qui l'accompagne. L'utilisation des flashballs et plus généralement des armes dites non létales s'intensifie et se banalise, avec de plus en plus de blessures dont les conséquences physiques et morales, souvent irréversibles, détruisent des vies, des familles, des proches. L'équipement en armes dites non létales n'a pas diminué le nombre de personnes assassinées par la police chaque année. Nous ne les oublions pas. Suite à nos discussions et en tenant compte des derniers événements tragiques, la mort de Rémi Fraisse et les récents blessés par flashball, nous nous sommes constitués en assemblée et donné pour objectif de soutenir les personnes blessées par la police, partager et diffuser nos expériences en matière médicale,
juridiques, médiatiques et politiques. Lancer des initiatives politiques communes, se soutenir mutuellement lors des procès, participer aux luttes en cours. C'est ensemble que nous allons faire face à la militarisation de la police et à sa violence, aux mensonges des préfectures relayés par les médias, au mépris des politiques, à l'impunité quasi systématique accordée aux policiers par la justice. Nous voulons rompre l'isolement dans lequel ces institutions nous cloisonnent. Dans un climat social, économique et politique critique, nous ne voulons pas être les dommages collatéraux d'un système qui n'existe qu'en réprimant, blessant ou tuant. Nos blessures nous le rappellent tous les jours. Personne n'est à l'abri. Désarmons la police. Donc en gros, les manifestations qui seraient autorisées aujourd'hui, c'est celles qui font Bastille Nation avec des drapeaux et qui surtout ne touchent à rien et qui surtout ne provoquent rien. Enfin, on voit le mouvement des retraites 2009, on était des millions dans la rue. On voit aussi comment ils sont fiers d'avoir pu dire par la suite qu'aujourd'hui, quand il y a une manifestation ou une grève, plus personne ne s'en rend compte. Tout ce qui sort de ce cadre-là, c'est ça qu'il s'agit de réprimer aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils ont défendu face à l'Assemblée nationale. Résultat du rapport, les propositions du rapport, c'est extension des interdictions de manifester, possibilité d'effectuer préventivement un contrôle de l'identité de la totalité des participants. Intéressant ça. On donne son carte d'identité avant de participer à une manif, histoire de pouvoir identifier éventuellement par la suite ceux qui auraient débordé. Systématisation des lanceurs de balles de défense. C'est quoi le LBD 40, lanceur de balles de défense? C'est la suite du flashball, plus précis, visée laser, plus puissant. Le flashball, il est incriminé pour être trop imprécis et, soi-disant, les blessures à la tête qui seraient provoquées par flashball seraient du fait que, en fait, on a visé le ventre, mais en fait, c'est tombé sur la tête parce que le flashball n'est pas assez précis. Or, il y a bel et bien des gens qui sont d'ores et déjà éborgnés par des LBD 40. Donc, on sait très bien également que les policiers visent la tête avec les flashballs ou avec les LBD 40, ou même avec les lanceurs de lacrymogènes. Des vidéos là-dessus, il y en a plein YouTube. Création d'unités de répression spécialisées, également. Ils sont restés sourds, donc, aux interventions des personnes qui ont été éborgnées par les flashballs ou les LBD 40. Ils font comme si la mort de Rémi Fraisse était simplement due au fait qu'il a participé au rassemblement du testé. En gros, s'il n'avait pas été au testé, il ne serait pas mort. Il ne fallait pas y aller. Et non, le fait que les gendarmes nous tirent dessus avec des armes militaires. L'inculpation d'aujourd'hui, ce n'est pas un cas isolé. Plus de 50 personnes sont actuellement en prison, ou assignées à résidence, ou sous contrôle judiciaire, ou convoquées devant la justice, pour des manifestations similaires partout en France. On peut penser par exemple aux personnes qui sont actuellement encore en contrôle judiciaire suite à la manifestation à Sautron, près de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui pour l'instant ne savent même pas encore à quelle sauce elles seront mangées, mais qui en tout cas ont un contrôle judiciaire, un pointage mensuel et une interdiction de se pointer en Loire-Atlantique. Et on ne parle pas ici de toutes les personnes qui ont pu être tuées par la police, ça a déjà été évoqué précédemment, ou toutes les répressions qui peuvent faire suite à des manifestations. On ne parle pas non plus de la loi de surveillance qui a été votée, qui est passée comme une lettre à la poste, et qui permet également de faire en sorte que ce qui est reproché et mis en scène dans le dossier dont on parlait tout à l'heure soit devenu également non seulement possible mais systématique, autorisé, couvert, etc. Ça fait partie de la normalité. Il est des séquences politiques dont l'enchaînement peut se lire comme un message de la machine à gouverner et à écraser. Celui qu'on nous envoie aujourd'hui est clair. Tuer des manifestants fait partie du travail des forces de l'ordre. Le gouvernement les soutient. Il renforce leurs armes, il renforce leur présence, et il se tient prêt à réprimer toute contestation quant à la direction qu'il a choisie. Comme il était dit dans le fameux appel, considéré comme un appel à l'insurrection, enfin, insurrection à coups de cadenas et puis pique-nique, on en a vu d'autres, quoi, des meilleurs, heureusement. Comme il était dit dans cet appel, la première phrase, c'était considérant que ce n'est pas au pouvoir de dire de quelle manière on doit s'opposer à lui. Là-dessus, on peut considérer qu'on a encore du pain sur la planche, mais qu'on ne va pas lâcher la grappe en tout cas. Donc voilà, j'espère qu'on va encore être nombreux à d'autres moments et que ça va bien se passer à l'intérieur. À Guéret, il y a 10 ans, il y avait une manifestation pour la défense du service public, défendre une certaine attribution de la dépense collective à des choses qui paraissaient importantes, comme les services publics. Alors, au regard de ça,
Et aujourd'hui, c'est d'autant plus actuel. Il y en a ici, il y a des gens qui ont manifesté pour la défense des maternités, des services de radiothérapie, des écoles, la poste, etc. Et donc, il y a plutôt baisse des moyens, on l'a vu, il y en a qui se battent ici. Et alors, pour la pose d'un cadenas de plein jour, lors d'un pique-nique, je vais vous lire un peu, enfin un résumé, des moyens considérables, énormes, inconséquents, qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire qu'il reste de l'argent quand même quelque part. Donc, relevé de plaques et interrogation des fichiers de carte grise. Bon. Prise de vue photographique et enregistrement audiovisuel, dont réalisation de planches photographiques soumises à témoins. Et gendarmes locaux. Bon, ok. Après, il y a eu opération de police technique et scientifique. Ça coûte très cher quand même. Donc, il y a eu des scellés qui ont été transmis à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois, aux fins d'isoler d'éventuelles traces biologiques et papillaires. Il y a eu interrogation du fichier national des empreintes génétiques, interrogation du fichier national des empreintes digitales. Voilà, donc gros moyens. Il y a eu de la surveillance statique à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, peut-être, il y a des flics qui sont dispersés, qui notent les plaques d'immatriculation, qui prennent des photos, qui enregistrent, etc. Il y a une surveillance dynamique, c'est-à-dire des filatures, ce qu'ils appellent aussi des prises en compte d'individus, à plusieurs reprises et à plusieurs endroits. Donc, il faut savoir où est-ce que ça se situe. Ça se situe dans les petits villages de 300 habitants de la montagne Limousine. Il y a eu par leurs moyens, donc là, ils parlent de moyens, mais ils ont retiré les pièces du dossier, donc on ne sait pas par quels moyens. Ils ont eu des renseignements sur le lieu d'une réunion préparatoire pour une manifestation qui avait soit lieu à Émoutier, soit lieu à Tulle. Il y a eu des réquisitions, donc là, gros moyens auprès de tous les opérateurs de téléphonie en France pour géolocalisation et détail du trafic écoulé sur plusieurs communes, donc Pujas, Ornac, Janson-Pigerolles, Royère de Vassivière. Il y a eu réquisition auprès d'une vingtaine d'enseignes à Limoges pour savoir à quelle date, à quelle heure, l'identité, éventuellement le moyen de paiement qui aurait été utilisé pour acheter des cadenas ou des chaînes. Il y a eu une enquête ou du renseignement qui a été fait auprès des habitants. Ceux qui voulaient bien, mais en tout cas, ils ont essuyé quand même pas mal de refus. En tout cas, ils n'ont eu aucun renseignement. Ils ont fait des renseignements en interne sur planche photographique, c'est-à-dire qu'ils ont fait tourner les photos qu'ils avaient prises le jour de la manifestation à Émoutier, et puis ils ont dû soumettre ça aux brigades locales. Ce qui fait qu'une jeune fille de 14 ans se trouve identifiée et intégrée dans l'enquête. Voilà. Il y a eu donc ils ont essayé de réactualiser, en tout cas pour constituer la prose qu'on vous a lu tout à l'heure. Ils ont été rechercher les fichiers d'enseignement. Ils ont fait aussi des investigations numériques pour savoir d'où venait la mise en ligne de la vidéo appelant au canassage symbolique d'autres gendarmeries. Donc ils ont recherché toutes les signatures numériques, adresse internet, adresse IP, source et origine des images. Et puis, pas le moindre, peut-être le plus drôle en fait, finalement il y a aussi du comique là-dedans, c'est qu'ils ont été faire des investigations, ils ont demandé au département Signal Image Parole de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale pour une comparaison de voix. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui parlait sur la vidéo. Donc ils font une analyse automatique avec leur logiciel, ça donne rien, et après ils font une analyse subjective. Alors, on était ici présent pour un procès pour un cadenas. Une gendarmerie aurait été cadenassée et les gendarmes bloqués, alors qu'il y en avait à l'extérieur de la gendarmerie qui filmaient et qui prenaient des photos. L'accusé et l'objet du délit serait une chaîne anti-vol de moto. Et donc, quelqu'un aurait été reconnu sur une photo prise par des gendarmes. Donc, on se demande s'il y a eu vraiment un blocage ou une entrave. Et cette personne a été reconnue alors qu'elle était encapuchonnée et avec un foulard. Elle n'avait pas de cagoule. Les gendarmes, eux, ont le droit d'avoir des cagoules, vous le savez. Donc, on est sur un procès de symbole, mais d'après monsieur le procureur, il y aurait eu une intention
de nuire à la défense nationale. Ça nous a un petit peu surpris, parce qu'effectivement, ce n'est pas l'hôpital, il y a un hôpital à Émoutier d'ailleurs, ce n'est pas la caserne de pompiers, là je crois qu'il y en a une à Émoutier, qui ont été bloquées, ce n'était qu'une des entrées de la gendarmerie, il y en avait d'autres. Donc on se trouve dans une disproportion de procédure, c'est ce qu'a souligné l'avocate Maître Marty. On a 529 pages de procédure avec des clichés et une vidéo. Tout ça, donc on se trouve dans un champ lexical qui rappelle le terrorisme et la lutte contre le terrorisme, qui est quelque chose de bien connu sur le plateau. Il y a des prélèvements d'ADN qui auraient été opérés, des écoutes, y compris sur Internet, qui auraient été faites. Et donc, à tout cela, on s'aperçoit que on arrive à un dossier fantôme, à une procédure très lourde pour rien, si ce n'est peut-être quelque part dans l'inconscient une sorte d'atteinte à ce mythe de la défense nationale. Alors qu'est-ce que c'est que cette défense nationale? C'est là que les Athéniens s'atteignent d'une certaine façon, parce que la défense nationale, on le sait tous, c'est le président de la République, chef suprême des armées, c'est monsieur le Premier ministre, c'est les chefs d'état-major. Mais bon, qu'est-ce que vient faire la gendarmerie d'Émoutier là-dedans? Surtout que la gendarmerie, je vous le rappelle quand même depuis plusieurs années, est raccrochée au ministère de l'Intérieur et non pas à la défense nationale. Donc en quoi y a-t-il eu atteinte à la défense nationale? On se trouve donc tout à fait dans un problème de symboles assez ubuesques qui nous est mis devant le nez aujourd'hui au tribunal de Guéret. Et donc on pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir des poursuites contre une personne pour un cadenas qui n'a jamais rien bloqué et qui était dans le cadre d'une manifestation très bon enfant, très pacifiste. La résistance à la guerre, c'est quelque chose d'important et bizarrement, on se trouve avec une inculpation qui rappelle celle des résistants à la guerre d'Indochine qui ont arrêté des convois de rappelés sur le plateau à la Ville-Dieu et à Faux. D'Algérie. Comme quoi on lapsus tout le temps. Voilà, le délibéré sera pour le 8 octobre et j'espère qu'on ne va pas... Ah, il y a une réquisition, oui, effectivement. La réquisition du procureur est de 1 000 € d'amende avec sursis. Et j'espère que là, c'est donc un procès qui amusera le plateau bien plus qu'il ne le musellera. Bravo! Les gars à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Voilà, c'est le. Vous avez pu écouter, si vous voulez, la partie extérieure de cette manifestation, les prises de parole. Il y avait un groupe qui chantait aussi, voilà, des chansons révolutionnaires, des chansons populaires. Bon. Nous, on n'était pas là, comme vous l'a évoqué Piquecou au début de cette retransmission. On était à l'intérieur, voilà. Ça fait toujours chaud au cœur de se retrouver assis dans un tribunal où j'ai pris pas mal de notes, bon, qui ne serviront pas à grand-chose, parce que bon, tout a été dit dans ces prises de parole. Simplement, ce qu'on peut relater, nous deux, assis au fond de la salle, évidemment encadrés à droite par les Schmitt, comme disait un intervenant, à gauche par les Schmitt. Voilà, après avoir été fouillé au corps, etc., j'ai dû vider, puis Piquecou et moi, on a dû vider nos sacs à dos. Alors moi, j'avais bonne mine, j'avais des carottes râpées, du taboulé, enfin bon, banane et tout ça, voilà, des balais, bon. Et puis, on a écouté, évidemment, la présidente et ses assesseurs qui étaient plutôt à charge, qui ont essayé d'embrouiller le témoin, enfin le prévenu. Ils ne sont pas trop arrivés parce que le prévenu répondait quasiment rien à ce qu'on lui disait. Quand il répondait, c'était tellement vague qu'il n'y avait pas de quoi s'accrocher au rideau. Voilà. Le procureur, lui, a fait son boulot de procureur.
il n'a pas été trop méchant. On était étonnés avec Piquet-Coup d'entendre un réquisitoire qui, somme toute, était presque une plaidoirie, en quelque sorte. Incroyable. Sauf évidemment qu'il a un peu qu'il a dans son rôle de procureur, et lui aussi, comme la présidente et ses assesseurs, ont assimilé cette manifestation, cette pose de cadenas, à une entrave à la défense nationale, comme l'a dit René Burget dans la dernière intervention parlé après le procès, ça n'avait pas lieu d'être puisque la gendarmerie n'est plus rattachée à la défense nationale, mais au ministère de l'Intérieur. Blum. Voilà. Donc il est tombé aussi un petit peu dans cette espèce de... Mais enfin bon, c'est un procureur, on peut pas lui demander non plus d'être un enfant de cœur. Il a des choses à dire, à faire, incontournables. Mais il nous a semblé, en tout cas, à Piquet-Coup et à moi, qu'il était quand même en mode mineur. Voilà. Et puis l'avocate, une jeune femme qui, elle, a remis les choses au point. Elle a remis précisément les pendules à l'heure. Elle a complètement démonté l'accusation, qu'elle soit de la part de la présidente et de ses assesseurs, ou du procureur, je dis en mode quand même mineur, malgré tout. Voilà, elle a démonté tout ça. Ce qui fait que le procureur avant, parce que l'accusation, c'est avant la défense, avait demandé 1 000 € d'amende avec sursis. Je crois qu'il ne pouvait pas demander moins, il me semble. Ça veut dire que le prévenu n'aura pas à payer ces 1 000 € s'il ne fait pas parler de lui dans une prochaine manif. Mais quand on veut parler de soi comme ça, je veux dire, c'est pas très... Voilà, ça pouvait pas tenir debout, leur histoire. Alors, comme l'a dit un intervenant... 500 et quelques pages de dossier pour l'accusation. Voilà, tout ça, ça semble un petit peu de la fumée. Mais bon, on est quand même engagé là, parce que je vous rappellerai que l'Assemblée nationale, à majorité socialiste, a voté des amendements, je sais pas, cette loi sur la répression des manifs, etc., qui sont invraisemblables. La droite n'aura jamais osé faire ça, mais eux, ils osent. Ils ont aucun complexe à gauche en ce moment. Enfin, à gauche. Hein. Vous me comprenez, quand je dis à gauche de la droite, mais ça serait plutôt presque à droite de la droite. Voilà. Donc, on est mal barré. J'imagine des manifs où tout le monde doit passer par un portique avec sa carte d'identité et une fouille du sac. Enfin bon, pourquoi pas. Hein. Un jour, ils auront des robots pour faire tout ce boulot-là. Voilà. Non, c'était une vaste fumisterie, enfin, évidemment. C'est en tout cas ce qu'on a semblé... qu'on a ressenti avec Piquet-Coup, je crois. Je travaillerai pas le prévenu était quasiment inaudible et bafouillait, etc., etc. Bon, enfin, c'était un peu bizarre cette histoire, cette défense du prévenu qui voulait pas assumer sa responsabilité, etc. Bon, c'est un moyen de défense comme un autre, mais le procureur s'est engouffré dans cette espèce de pantomime. Voilà, et il a un petit peu, si vous voulez, pas ridiculisé, mais il a un petit peu quand même, il s'est un peu foutu de la tronche du prévenu. Voilà, gentil pour dire ça gentiment. Ouais. Bon, en même temps, c'est vrai qu'en demandant 1 000 € d'amende avec sursis, on a aussi l'impression qu'il fait un sacré pied de nez au rapport de gendarmerie. Tout à fait, oui, il n'avait pas l'air tout à fait en symbiose avec les casques à pointe. Voilà. Bon, écoutez, c'est une région, en tout cas, il nous semble, à Piquet-Coup et à moi, que c'est une région assez contestataire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on est assez heureux d'avoir pu sentir un peu ça. Voilà. Nous, on a voulu interroger quelques gens sur cette place avant le procès. Malheureusement, et je comprends qu'ils se méfient un peu des micros et ils n'ont pas voulu répondre à nos questions, donc on a remballé notre petit matos et on n'a pas insisté. Voilà. Ouais. Mais sinon, ouais, je voulais rajouter une anecdote, pas par rapport à la montagne limousine, mais justement par rapport à ces flics qui sont partout. Il y a une mésaventure qui est arrivée à un de mes petits voisins. Je vais la raconter brièvement, parce que je trouve qu'on est quand même un peu dans ce flicage systématique, donc qui arrive en scooter sur la place de la République à Montreuil, qui cherchait la pharmacie, et en fait, le temps de la repérer, il voit que la rue est en sens interdit, donc il gare son scooter sur le côté
sur le trottoir, et là il y avait un contrôle, il y avait des flics qui étaient là, qui faisaient des contrôles sur la place de la République à tous les jeunes du coin. Son regard croise le regard d'un policier. Bon, il va à la pharmacie, il achète ses granules, il s'était fait une entorse au pied, il a besoin d'acheter des granules d'arnica, et entre-temps, quand il arrive place de la République, comme c'est son quartier scolaire, en fait il serre la main en 10 secondes à un des jeunes qui est là. Il part à la pharmacie, il reprend son scout, il rentre chez lui, et au moment de rentrer dans le parking de son immeuble, surprise, il y a une voiture de flic qui est là. Donc il veut rentrer, et là les flics lui disent non, c'est pas possible, fouille au corps, fouille du scout, on veut savoir ce que vous avez. Bon, ils l'ont vouvoyé quand même, mais il y avait apparemment celui qui prenait les choses en main, qui était complètement acharné, qui était persuadé que ce jeune homme venait d'acheter de la drogue place de la République à Montreuil, et donc a voulu absolument trouver ce qu'il avait soi-disant acheté. Il s'acharnait. Donc il n'a rien trouvé forcément. Donc après il s'est dit vous inquiétez pas, c'est simplement un rapport, un simple contrôle. Sauf qu'entre-temps, donc quand ils ont vu le scout, ils ont quand même relevé la plaque d'identité, la plaque d'immatriculation. Ils ont trouvé l'adresse de ce jeune homme, ils l'ont attendu devant chez lui, et ils avaient eu accès à son dossier, car c'est un garçon qui, quand il avait 15-16 ans, avait fait 2-3 bêtises, avait passé 2 fois une nuit en garde à vue, justement, pour une histoire de barrette de shit. Mais bon, il avait 15 ans, c'était rien du tout, c'était pas au dossier, normalement c'est pas dans son casier judiciaire. Et voilà, donc c'était à noter, parce que c'est quand même c'est la première fois que j'entends dire que des policiers peuvent venir comme ça nous attendre devant la maison. Oui, et une fois de plus, on a la confirmation que le casier judiciaire, il est pas effacé, en tout cas pas pour les flics. Ils ont toujours les infos qui sont là. Voilà. Alors imaginez un jeune homme comme ça, qui est en somme toute comme tous les jeunes gens d'aujourd'hui. Il a un peu fumé quand il était ado, etc. Et ça va traîner jusqu'à la fin de sa vie, probablement, dans les dossiers des flics. Voilà. Et retrouver un gamin comme ça, relever son numéro de plaque minéralogique, et après aller trouver son adresse, et voilà. Ouais. C'est la France d'aujourd'hui, de demain, et puis d'après-demain. Voilà, ouais. On est bien barré. Ah ouais, ce policier était vraiment enragé, était persuadé qu'il allait trouver quelque chose, et ce jeune homme a montré ses granules, son entorse. Au bout d'un moment, il était obligé de lâcher l'affaire, mais je trouve que ça fait réfléchir quand même. Oui, et puis je serais jeune homme, je ferais quand même gaffe, parce que maintenant qu'ils l'ont repéré, si on peut dire, il risque de les avoir au cul pendant un bon moment, quoi. J'espère pas pour lui, quand même. Non, on n'espère pas, évidemment qu'on n'espère pas, mais quand on voit qu'ils sont capables de remonter à 10-15 ans en arrière pour pouvoir savoir à qui ils ont affaire, et que malheureusement ce gamin a eu affaire à eux, a passé 2 nuits en garde à vue, c'est quand même pas un criminel, il a tué personne, il a volé personne, simplement il s'est retrouvé malheureusement avec un peu de fumette dans une poche, et voilà où on en est. Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers, où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout, où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par les flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dis pourquoi auraient-ils peur, et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent, ceux qui disent non. Sur le cœur pour étendard, ont le sourire du Tché.
autour du cou des foulards, des caissiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice et tout de suite et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils nous ressemblent ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, bon Dieu qu'ils nous ressemblent ceux qui disent non. Mais oui, ils nous ressemblent ceux qui disent non. Bon, bah c'était encore Michel Buller, ceux qui disent non. Pourquoi se priver d'un bon pinard, hein? Bon, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, Monsieur Bolloré. Et puis, vous écoutez maintenant, en ce moment, tout de suite, l'émission Art Racaille, qui va vous causer dans le poste de Charlotte Salomon et Boris Taslitsky. Voilà, deux peintres éprouvés évidemment par la connerie des hommes, voilà, pour la barbarie des hommes. Dont Piquet-Cou va tout de suite lire un extrait d'un bouquin de David Funkinos qui s'appelle Charlotte et qui est consacré justement à l'histoire de Charlotte Salomon. Voilà, alors David Funkinos, je crois, a reçu le prix Renaudot pour ce livre et le prix des lycéens. Donc je crois que Charlotte a été l'obsession de toute sa vie. Il a fait en permanence des recherches et je crois que depuis qu'il a écrit ce livre, il a rien écrit d'autre. Alors et donc il raconte d'une manière très synthétique. J'ai lu des critiques sur le net où son style est pas du tout apprécié, où on a vraiment minimisé ce livre. Moi, j'étais à la Bastille samedi, j'avais plein de temps, je l'ai lu d'une traite. Et moi, il m'a bouleversée justement parce que ce style très synthétique est très poignant et va directement à l'émotion, quoi. Donc Charlotte Salomon, je vais raconter son histoire un peu plus tard. Il faut savoir qu'elle est allemande, qu'elle a subi donc les persécutions nazies. Et là, elle vit encore en Allemagne. Elle vit en Allemagne. Nous sommes en 1933, donc Hitler est chancelier. Et elle rêve, en fait, elle a quitté le lycée parce qu'elle peut plus rester dans le lycée, et elle veut intégrer les Beaux-Arts. Charlotte dessine de plus en plus, rêve d'intégrer les Beaux-Arts. Elle marche parfois jusque devant l'académie. Elle regarde les élèves sortir avec leurs cartons à dessin, puis elle lève la tête. Un immense drapeau nazi flotte au-dessus de l'édifice. Elle présente enfin son dossier pour les Beaux-Arts. Le professeur Ludwig Bartning est intrigué par son style. Il pressent chez cette candidate un très fort potentiel. Il tient à ce qu'elle intègre l'académie. Mais si peu de juifs sont admis. Seul point à sa faveur, le père de Charlotte est un ancien combattant. On autorise ici ou là des respirations dans la déchéance. Enfin, rien n'est joué. Il faut présenter son dossier en commission. Ludwig souhaite rencontrer la jeune artiste. C'est un homme bienveillant qui milite contre les lois raciales. Charlotte va devenir sa protégée. Peut-être perd-il en elle quelque chose qu'il n'a pas. Lui, il peint des fleurs élégantes, mais qui respirent le raisonnable. Le jour de la commission d'admission, la tension est palpable. Le talent de Charlotte est évident. Mais il est hors de question qu'elle pénètre au sein de l'établissement. C'est beaucoup trop risqué. En quoi est-ce risqué, s'indigne Bartning? Elle pourrait être une menace pour les jeunes Ariens. La juive est séductrice, perverse. Bartning dit qu'il a rencontré Charlotte, il garantit qu'elle ne présente aucun danger pour les élèves. Et il insiste, elle est même très réservée. On analyse ainsi la potentielle menace que représente Charlotte. On ne parle pas une seule seconde de son talent. L'insistance de Ludwig Bartning finit par triompher. C'est un fait unique. Charlotte Salomon, exclue de toutes parts, est admise. Elle va étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. Alors j'ai choisi un deuxième extrait qui est un peu plus loin. On est en 1938. Donc Charlotte est à l'école des Beaux-Arts et voilà, il y a le concours de fin d'année. Le concours est toujours anonyme. Une fois les œuvres primées, on découvre leur auteur. Les professeurs sont réunis autour d'une table.
À l'unanimité, on choisit un tableau. Pour une fois, la délibération a été rapide. C'est toujours un moment excitant. Chacun y va de son pronostic. Quelques prénoms sont prononcés, mais au fond, personne ne sait vraiment. Le vainqueur a brouillé les pistes. Personne ne reconnaît le trait d'un des élèves. Il est temps maintenant de découvrir l'artiste. Avec le dessin, il y a une enveloppe. Le professeur qui vient de l'ouvrir se tait. Les autres se penchent vers lui. Alors, il regarde ses collègues comme pour ménager un effet. Avant de faire son annonce d'une voix blanche, le premier prix est attribué à Charlotte Salomon. Le malaise s'installe aussitôt. Il est impossible qu'elle reçoive ce prix. La cérémonie est trop suivie. On parlerait d'enjuivement de l'école. La lauréate elle-même serait trop exposée. Elle deviendrait immédiatement une cible et risquerait l'enfermement. Ludwig Barning comprend la gravité de la situation. Quelqu'un tente, et si on votait à nouveau? Non, ce serait trop injuste. On peut la priver de son prix, mais pas de sa victoire. Voilà ce que dit son ardent défenseur. Il se bat pour elle comme il peut. Son soutien à Charlotte peut lui être fatal. Tout se sait, rien ne se tait. Son courage est finalement récompensé, car il obtient la validation du prix. 1 heure plus tard, il attend Charlotte dans le grand hall, il lui fait signe de la main. Elle s'approche toujours avec cette timidité dans le pas. Il ne sait par où commencer. Ce devrait être un moment de joie, son visage est pourtant défait. Enfin, il lui annonce qu'elle est lauréate. Mais il ne lui laisse pas le temps d'exprimer son bonheur. Il atténue la nouvelle par la décision professorale. Elle ne pourra pas aller chercher son trophée. 2 émotions contradictoires secouent Charlotte. C'est une joie et c'est une souffrance. Elle admet qu'elle ne peut pas se montrer. Depuis 2 ans, elle est une ombre, mais aujourd'hui, c'est tellement injuste. Oui, voilà. Imaginez cette jeune fille mis au banc de la vie, en quelque sorte. C'est pas seulement de la société, c'est au banc de la vie. Voilà, c'est terrifiant, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si vous allez partager cette espèce d'immense tristesse qui nous envahit, puis qu'Écho et moi, quand on lit la vie de cette jeune femme, cette jeune fille, qui va mourir très jeune, évidemment. Vous devinez comment, mais Piquet-Coup vous en parlera tout de suite après la pause musicale qui sera, je pense que ça va être c'est le chant. Calas. Non. Pour Charles Salomon, ce sera la Calas, mais là c'est le chant des déportés, ou alors qu'on appelle aussi le chant des marais, interprété par Lénio Scudero. C'est un chant qui était un chant allemand que les Allemands chantaient dans les camps de travail. Voilà. Loin dans l'infini s'étendent les grands prés marécageux, et pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher. Bruit de pas et le bruit des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang des cris et des larmes, la mort pour celui qui fuit, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira, libre alors, ô ma patrie, je dirai, tu es à moi, ô terre
aux terres d'allégresse où nous pourrons sans cesse aimer. Aux terres d'allégresse où nous pourrons sans cesse aimer. Donc c'était Lenny Escudero, le chant des déportés ou le chant des marais, voilà. Parce que un clin d'œil au papa de Charlotte qui a été déporté dans les camps de travail allemands. Oui, malgré qu'il fut un ancien combattant. Bon, mais il avait une tare tout à fait ineffaçable. Il était juif. Bon. Donc voilà, je vais raconter un petit peu donc la vie de Charlotte. Donc Charlotte Salomon, c'est une artiste juive allemande qui est née à Berlin en 1917. Et donc c'est une jeune artiste puisqu'elle décédera donc à l'âge de 26 ans. Alors son père est médecin, il est professeur à Berlin, sa mère est infirmière et Charlotte porte le prénom de sa tante qui s'est suicidée quelques années auparavant. L'enfance de Charlotte est plutôt heureuse, remplie de voyages et d'amis, elle vit dans un milieu cultivé. Puis sa mère devient peu à peu mélancolique et se suicide quand Charlotte a 8 ans. Son père n'ose lui avouer et lui dit qu'elle est morte de la grippe. Alors Charlotte l'imagine au ciel et elle guette un signe de vie. Sa maman lui avait dit que si un jour elle partait, elle lui écrirait de là-haut. Son père embauche donc des nounous pour s'occuper de sa fille, mais celles-ci ne plaisent pas souvent à Charlotte. Il va se remarier avec une cantatrice juive, Paulinka Bimbam. Et les relations avec sa belle-mère ne sont pas toujours faciles. Charlotte est à la fois timide et possessive envers sa belle-mère. En 1933, Hitler est chancelier. Et là, la vie de Charlotte va peu à peu basculer. Commencent donc les premières persécutions des, entre guillemets, ennemis du peuple allemand. Donc on connaît l'histoire, les communistes, les socialistes, les francs-maçons et les juifs sont interdits d'exercer certaines professions. Donc le père de Charlotte ne peut plus travailler à l'université, ni exercer son métier à l'hôpital, et sa belle-mère cantatrice ne peut plus donner de concerts publics. Charlotte est obligée de quitter le lycée avant d'obtenir son baccalauréat. Et là, ses grands-parents, passionnés d'art et de civilisation antique, l'emmènent à Rome visiter les musées. Au retour, elle sait qu'elle veut devenir artiste et s'inscrit donc à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, ce que je racontais donc tout à l'heure, l'extrait que je lisais, soutenu par un professeur donc qui devine dans le travail qu'elle présente, qu'elle a de l'avenir dans la peinture. L'Académie des Beaux-Arts n'acceptait que 1% de juifs. Charlotte donc admire Van Gogh, elle découvre Chagall, elle vénère Émile Nolde, Munch, Beckmann. L'antisémitisme va grandissant. Elle se voit refuser le premier prix donc d'un concours artistique. Les prix sont attribués sans que le nom de l'élève soit visible. Voilà, et ce que je racontais, quand on découvre son nom, elle ne peut pas recevoir son prix car elle est juive. Dans la vie de Charlotte, il y a une rencontre majeure, c'est sa relation avec Alfred. Donc sa belle-mère Paulinka suit des cours de chant avec Alfred. C'est un professeur rescapé de la guerre de 14 qui a vu son régiment décimé et qui s'est réfugié sous un cadavre pour éviter d'être achevé par l'ennemi. De retour à Berlin, il met plus d'1 an à retrouver un sens à l'existence. Il ne peut plus parler jusqu'à ce que sa voix revienne et que le chant lui redonne goût à la vie. Et lui est obsédé par le mythe d'Orphée et la traversée des ténèbres. Donc Charlotte et Alfred se croisent lors des cours de chant de Paulinka. Et Charlotte montre à Alfred une illustration qu'elle a faite de La jeune fille et la mort, d'après un poème de Matthias Claudius. Alfred découvre le talent de Charlotte, ils se retrouvent régulièrement et deviennent amants. Et Alfred croit profondément au talent de Charlotte. Leur relation est intense. En 1936, le père de Charlotte est arrêté par les nazis et est interné à titre provisoire dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Il en ressortira épuisé, puis partira avec Paulinka aux Pays-Bas, dans l'espoir de retrouver le reste de la famille dans le sud de la France. En janvier 1939, peu après la nuit de cristal, donc Alfred va persuader Charlotte de quitter l'Allemagne
pour rejoindre ses grands-parents partis en zone libre, donc à Villefranche-sur-Mer, chez une Américaine qu'ils avaient rencontrée auparavant et qui leur avait proposé de les héberger aussi longtemps qu'il le faudrait. Cette Américaine, qui s'appelle Ottilie Moore, accueille donc des enfants orphelins et des réfugiés. Charlotte et ses grands-parents, donc Charlotte retrouve là-bas ses grands-parents, ensuite ils vont prendre un logement à Nice, et la grand-mère est morose, fatiguée de l'état du monde, et se suicide. Et donc c'est à travers les cris de désespoir de son grand-père que Charlotte apprend le suicide de sa mère. Donc là, elle est complètement effondrée. En juin 1940, Charlotte et son grand-père sont internés dans le camp de Gurs dans les Pyrénées. Donc c'est un camp qui était construit initialement pour les réfugiés espagnols. Le grand-père va de plus en plus mal, ce qui va leur permettre d'être relâchés de ce camp et de rejoindre difficilement par leurs propres moyens la maison d'Ottilie à Villefranche-sur-Mer. Arrivée chez l'Américaine, Charlotte est à bout, elle s'effondre et elle pleure toute l'horreur de ces derniers mois. Ottilie, donc cette Américaine, demande à un de ses amis docteurs d'aider Charlotte, et ce dernier, qui a déjà vu ses dessins, lui dit « Charlotte, tu dois absolument peindre ». Et c'est là que va commencer son œuvre qui s'appelle « Vie » ou « Théâtre ». Pour survivre, en fait, elle doit peindre son histoire et faire revivre les morts. Alors pour peindre tranquillement, elle trouve une chambre dans un hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est un hôtel qui est sur les hauteurs, donc de là elle peut voir la mer. Elle travaille là sans relâche, d'une manière obsessionnelle, sans quasiment sortir. Elle va échapper une première fois à la déportation quand, en visite à son grand-père à Nice, elle lit sur une affiche que tous les juifs doivent se faire recenser. Naïve, elle s'y rend. En fait, c'est un traquenard. Des autobus arrivent et embarquent tout le monde. Et là, c'est un policier qui la sauve en la faisant sortir du bus, en lui disant de partir sans se retourner. L'étau, elle sent que l'étau se referme ici aussi en France et qu'elle doit vite terminer son œuvre et la mettre à l'abri. Donc elle va classer ses gouaches et une fois terminée, elle confie au médecin son travail en lui disant « c'est toute ma vie ». Elle retourne à Villefranche chez l'Américaine qui était, elle, repartie aux États-Unis. Et là vit un réfugié autrichien qui a traversé les Alpes pour fuir les nazis. Donc tous deux vont vivre donc sous le même toit, ils s'apprivoisent et puis ils vont se marier. Entre-temps, l'Allemagne vient d'envahir le sud de la France et c'est Alois Brunner, un des pires responsables SS, qui est affecté sur Nice et qui doit faire du chiffre avec la déportation des Juifs. Donc il appelle à la délation, que ce soit par lettre ou par coup de téléphone. Et c'est ainsi que Charlotte, qui est enceinte de 5 mois, sera arrêtée avec son mari, déportée à Drancy avant de rejoindre Auschwitz où elle sera assassinée dès son arrivée. Alors les parents de Charlotte, eux, ont échappé à la mort, ils étaient donc aux Pays-Bas. Donc le docteur qui a récupéré le travail de Charlotte le confie aux parents qui, en 1961, organisent une exposition. Et à la fin de leur vie, quand les parents se sentent trop fatigués et qu'ils ne peuvent plus s'occuper de cet héritage, l'œuvre de Charlotte est léguée au musée juif d'Amsterdam. Donc voilà, donc l'œuvre de Charlotte Salomon, c'est donc cet ensemble de gouaches, Vie ou Théâtre. Donc c'est une œuvre monumentale qui a été réalisée en moins de 2 années, qui rassemble 769 gouaches. Charlotte en avait peint 1300, elle en a gardé 769. Donc ce sont des gouaches qui font à peu près, je crois, 32 cm sur 25. Donc la structure de l'œuvre, en fait, c'est toute son histoire. Donc il y a des mélodies, il y a des citations littéraires, musicales. C'est ce qu'on appelle en allemand un Singspiel, c'est-à-dire une pièce chantée, dans laquelle donc Charlotte elle met en scène sa vie, ses amours, ses amis, sa famille. Voilà, elle met des pseudonymes. Et donc elle peint tous ses souvenirs et elle y ajoute des textes et des dialogues. Il y a de la musique de Bach, de Mahler, de Schubert. Et je pense que alors dans ces gouaches, en fait, on retrouve peut-être plusieurs styles. Il y en a qui font penser à Chagall, il y a des visages qui font penser à Munch. Enfin, il y a une certaine naïveté, il y a aussi une certaine puissance. Ce que je peux globalement dire, et rajouter que cette Charlotte, elle m'a complètement émue. Elle avait des antécédents familiaux terribles, parce qu'en fait elle est dans une famille quand même de suicidés, savoir donc que sa mère s'était suicidée, sa tante s'est suicidée, sa grand-mère s'est suicidée. La grand-mère de sa grand-mère, je crois, s'était suicidée aussi, des frères. Enfin, c'est quand même un héritage très très lourd. Ouais, lourd, oui. Oui, qui se ressent même ça se ressent dans ses gouaches, parce que c'est pas innocent si certaines d'entre elles
ont une parenté avec le travail de Chagall. Voilà, c'est ce que j'aime d'abord. Enfin, vous allez me dire, je suis un petit peu terre à terre, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle ait utilisé ce médium, la gouache, qui est un médium particulièrement gratifiant en illustration. Voilà, je rappelle que la gouache, enfin son ancêtre en tout cas, c'est avec ça qu'on fait des enluminures, etc., etc. Donc c'est un médium quand même assez mythique, qui est beaucoup moins utilisé maintenant, mais il y a eu des grandes toiles de fête, je crois que c'est par les pré-raphaélistes anglais, à la gouache. Des trucs immenses. Pour savoir que c'est de la gouache, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Non, elle l'utilise d'une manière, oui, un peu, qui peut sembler un peu naïve, qui peut sembler un peu enfantine. Oui, et surtout, c'est quand même assez nouveau en art plastique. Elle écrit beaucoup sur toutes ces gouaches. C'est une partie dessin, une partie écriture, et ça en fait ça fusionne. Voilà, c'est remonté à la surface avec des gens comme Basquiat, donc quand même. Quelques temps après, mais c'est quelque chose de prémonitoire, voilà. Elle travaille comme ça et ça donne à ses créations, à son art d'imagière, une personnalité assez extraordinaire, surtout quand on se replace dans le contexte de l'époque. Voilà. Plus que de la peinture, je dirais presque que c'est de l'illustration, mais bon, il y a des peintures qui illustrent des histoires, et elle illustre son histoire, voilà, son histoire avec son amour, avec sa famille, avec les lieux où elle a résidé, où elle réside, et avec aussi cette idée que c'est bientôt la fin. Elle se sent quand même complètement traquée, complètement isolée, voilà. Et la preuve que elle pouvait se sentir, mais je pense que c'était le cas de beaucoup de gens persécutés, que ce soit des juifs, que ce soit des francs-maçons, des communistes, des socialistes, ou pendant l'Inquisition, ou papapi, ou papapa, voilà, c'est l'éternelle histoire des gens qui sont persécutés, qui sont poursuivis pour leurs croyances, pour leurs idées, etc., leur communauté. Bref, l'imagination humaine est sans borne de ce point de vue-là. Et dans l'œuvre, alors Piqueco a trouvé un bouquin énorme qu'elle m'a refilé hier, dans lequel je vais me plonger, mais il y a de quoi s'y noyer, quoi. C'est justement, c'est toute son œuvre, Vie ou théâtre. Donc c'est un livre qui compte les 769 gouaches avec ses annotations à elle, sa mise en scène des personnages, les pseudonymes, et c'est imprimé. Donc c'est les éditions Prestel, mais ça a été fait avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui a consacré une exposition à Charlotte Salomon en 2006. C'est un très très beau bouquin. Moi j'ai pu le trouver à la bibliothèque de Montreuil. Sinon j'ai vu qu'il coûtait 50 €, ce qui paraît pas excessif au vu de ce qu'il propose, quoi. Qu'on peut probablement se procurer en allant au musée d'histoire. Probablement. Oui, ce que je ferais probablement d'ailleurs pour me l'acheter, casser ma tirelire et me le prendre, parce que quand même c'est quand même un monument, et c'est un monument accroché, ou une histoire accrochée à un monument, l'histoire d'une jeune artiste qui avait vraiment un avenir, voilà, qui aurait pu marquer l'histoire de l'art, mais qu'on l'a massacrée, qu'on l'a assassinée bien avant qu'elle puisse s'exprimer complètement. Voilà. C'est terrifiant, quand ces histoires-là. Moi, ça me laisse toujours complètement, comment dirais-je, explosé au bord de la route, quoi. Voilà. Bon, vous pouvez, Piqueco va mettre tout ce qu'il est possible de mettre comme lien sur le blog, et vous pourrez vous informer comme ça plus complètement sur cette histoire tragique. Ouais, j'ai trouvé justement que le bouquin de David Fuenquinos, c'était un auteur que je ne connais pas par ailleurs, hein, mais en tout cas, moi j'ai trouvé toutes ces émotions à travers ces lignes, en tout cas. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, que la musique que j'ai choisie, donc c'est Carmen, qui est interprétée par la Calas. Alors pourquoi Carmen? Parce que sa belle-mère, qui était cantatrice, chantait Carmen, et que quand Charlotte a dû quitter l'Allemagne pour aller retrouver ses grands-parents dans le sud, dans la France, c'est un disque qu'elle a emmené, donc un disque qui était un Carmen, qui était interprété par sa belle-mère, quoi. Mais là, bon, ce sera la Calas. Apprivois
C'était donc Carmen, l'acte 1, L'amour est un oiseau rebelle, qui est interprété par la Calas. La Calas. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans bête, sans pub. Recueil, une émission consacrée à deux artistes, avec une histoire chargée, c'est le mot qu'on puisse dire. Charlotte Salomon et Boris Taslitsky. Non, je vous cause tout de suite. Qui c'était donc ce mec, Boris Taslitsky? Eh bien, c'est un peintre français, vous m'en direz tant, qui est né dans le 1911 à Paris, et il l'a glissé en 2005, voilà. Et son œuvre s'inscrit dans le courant réalisme socialiste. C'est pas le mieux qu'on puisse faire en peinture, mais bon, on s'en fout un peu. Piqueco aime beaucoup ses dessins. Oui, c'est un bon portraitiste, même un très bon portraitiste qui a exercé à Auschwitz, entre autres. Buchenwald. Ah non, à Bornwald. Ses parents étaient des Russes immigrés, des jeunes révolutionnaires en 1905. Vous savez que 1905, c'était les étudiants à cette époque-là, qui avaient fait la révolution en croyant que les moujiks allaient les suivre. Ben, en fait, les moujiks, ils les ont la plupart du temps, avant que le tsar s'en occupe, les moujiks, les ont quand même assez bastonnés, pour pas dire tués. Voilà. Les illusions de la jeunesse qui se sont barrées avec l'immigration. Son père donc était ingénieur, il la glisse pendant la Première Guerre mondiale, et oui, il la glisse au front, évidemment. Alors donc il devient pupille de la nation. Il commence à peindre à l'âge de 15 ans et fréquente les académies de Montparnasse, puis entre dans les fin des années 20 à l'école des Beaux-Arts de Paris. Je sais pas ce qu'il a fait de mieux. Voilà. En 1933, il adhère à l'AEAR, Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Attention, ça sent pas bon. Voilà, dont il devient secrétaire général de la section des peintres et sculpteurs. Vous voyez, c'est pas là qu'il y avait ça n'a pas été une pépinière de grands artistes, on peut pas dire. On en avait une idée avec Pignon, dont on vous avait parlé ici, qui faisait partie de ce groupe. Voilà. En 35, il adhère au Parti communiste français. Là aussi, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais bon. En 1936, lors de la présentation du 14 juillet, une pièce de Romain Rolland, il participe à l'exposition qui réunit notamment Picasso, Léger, Matisse, Braque, Jean Lursal, Laurence et Pignon dans le hall du théâtre de l'Alhambra. Et là, l'anecdote célèbre. Évidemment, il y avait les connus et les pas connus. Et évidemment, les connus, ils voulaient rester entre eux, et que les pas connus, c'est-à-dire les jeunes, ils aillent ailleurs se faire voir dans une autre salle. Sauf qu'il y a le père Picasso qui s'est ramené, et qui a dit, moi j'aime bien la charcuterie, et donc on mélange tout. Voilà. Et alors, personne n'a moufté. Il y avait Léger, il y avait je sais plus qui encore, enfin des artistes très connus de cette époque-là. Matisse, ouais, ils ont tous fermé leur gueule. C'est Picasso qui avait causé. Donc Picasso, c'est pas humainement, c'est pas quelqu'un de flamboyant, mais là, par contre, il a été au jus, on peut dire. Hein? Ouais, bravo Pablo. T'as pas été toujours un sale con. Sur ce coup-là. Sur ce coup-là, oui. Voilà. Il réalise en 1937 des dessins d'illustration pour le journal communiste Ce Soir de Aragon et Jean-Richard Bloch. Il est en 1938 secrétaire général des peintres et sculpteurs de la Maison de la Culture de Paris. Alors, quand vous avez des titres ronflants comme ça, je me demande où est la place de l'art dans tout ça. Bon, c'est le passé. Enfin, c'est le présent aussi, parce que les artistes contemporains, c'est exactement la même chose. Voilà, ils sont aux ordres de l'institution. Il est mobilisé à Meaux et fait prisonnier en juin 40. Il s'évade au Sissek en août et s'engage dans la résistance au sein... Alors, bon, j'ai un peu de mal à dire ça, mais ça s'appelait comme ça à cette époque-là, au sein du Front National de lutte pour la libération et l'indépendance de la France. Voilà. Bon, n'a rien à voir avec le Front National actuel, hein, ne confondons pas les choses. Il est arrêté, évidemment, en 41 et condamné à 2 ans de prison. Pour ça, il est transféré à Riom et Mozac, puis au centre Saint-Sulpice-la-Pointe, le 31 juillet 44. Il est déporté en Faberwald, où il parvient à faire quelques 200 dessins qui témoignent de la vie des camps. Si j'avais en enfer, j'y ferais des croquis. D'ailleurs, j'ai l'expérience, j'y suis déjà allé et j'y ai dessiné.
dit-il en évoquant évidemment Buchenwald. Et pendant qu'il est lui-même interné, sa mère meurt à Auschwitz. Voilà. Après la guerre, Aragon, qui était pote avec lui, parce qu'il considérait qu'Aragon c'était son parangon, c'était son mentor. Aragon fait en 1946 qu'il éditait une centaine de ses dessins de Buchenwald. Voilà. Bon, puis pam, hein, voilà, tout ça. Il est un défenseur du réalisme socialiste. Parce que, il faut remettre les choses dans le contexte. Le réalisme socialiste à la française, c'est-à-dire que les communistes, en la personne de Fougeron, et de probablement Stanislavski aussi, on fait une réflexion, on menait une réflexion sur la peinture élitiste, la peinture populaire, etc., parce qu'ils considéraient, et on est exactement dans le même schéma aujourd'hui, avec l'art contemporain, que la peinture élitiste, c'était les gens ordinaires, comme vous, comme moi, etc., on pouvait rien y comprendre, on pouvait pas, si vous voulez, c'était l'abstraction qui allait triompher à ce moment-là, et c'était réservé à une élite, comme maintenant la peinture contemporaine ou la sculpture contemporaine, c'est plus l'élite, c'est plus réservé à une élite, c'est réservé, à une élite financière surtout. C'est-à-dire que c'est une peinture qui est sponsor, c'est-à-dire que ce qui donne le ton à l'art en ce moment, c'est le pognon. Vous voyez, quand des gens comme Bolloré et compagnie, là, tous ces grands milliardaires français, américains, du monde entier, achètent des œuvres, ça coûte milliards, et c'est eux qui donnent le ton, qui donnent c'est eux qui font marcher la musique. Voilà. Et ça, on peut pas dire que ça soit partagé par l'immense majorité d'entre nous. Et c'était la même question, après la guerre de 39-45, où là, c'était pas encore les milliardaires qui étaient aux manettes, ni d'ailleurs les comment dirais-je, les collectionneurs ou les choses comme ça. Enfin, c'était pas eux qui faisaient les peintres, c'était Malraux était un grand laudateur un grand phare, une espèce de la peinture abstraite. Or, la peinture abstraite, rien n'existait pour ce mec-là, et comme il était ministre de la Culture, il valait mieux marcher au pas. Bon. Donc la réflexion n'était pas complètement inopportune ou opportuniste. Elle était une vraie réflexion. Seulement on sait ce que ça a donné le réalisme socialiste soviétique. Et je dois dire que la peinture du camarade Stanislavski n'est pas non plus, de mon point de vue, ce que ne partage pas tout à fait ma camarade, n'est pas exemplaire. Exemplaire, oui, du réalisme socialiste, mais pas exemplaire d'une grande œuvre qui marquera l'histoire de l'art. Voilà, de mon point de vue. Bon, mais le bonhomme, j'aime beaucoup l'être humain, le militant, et qu'il a été toute sa vie. Il a fini désavoué, évidemment, par le Parti communiste, qui l'a rétrogradé de secrétaire général, chef affaires culturelles, patapé, au rang de simple mortel, militant du Parti communiste, parce que... Et là, on retrouve nos chers camarades communistes avec leur esprit vraiment consensuel et tout ça. Enfin, bref. Si vous voulez, il y a eu des grandes purges au Parti communiste français, comme il y en a eu au Parti communiste soviétique. On pouvait rien faire on faisait tout comme eux, les communistes en tout cas. C'était le grand frère communiste. Tout ce qu'ils faisaient, c'était du pain béni, et on faisait pareil. Voilà, on essayait de faire mieux. Eh bien, il y a eu des purges aussi au Parti communiste à cette époque-là, après la guerre. Et il y avait 4 camarades à Stanislavski dont il y avait eu un procès, qui avait été un procès, comme tous les procès communistes, des procès diffamatoires, infamants, tout ce qu'on veut, où c'était mensonge sur mensonge, mais mensonge éhonté sur mensonge éhonté, truc stalinien, Et notre camarade Boris a refusé de cautionner ou de se ranger de l'avis du Parti communiste. Il dit non, c'est des amis, moi je les connais, ils n'ont jamais fait ce que vous dites, et je ne vais pas aujourd'hui me désolidariser d'eux. Alors il a été convoqué d'abord par sa section, il n'a rien voulu entendre. Ils ont dit tu veux rien entendre, tu vas aller voir le secrétaire fédéral.
Le secrétaire fédéral le reçoit pendant 4 heures, il veut rien entendre. Bon, tu veux rien entendre, tu vas aller voir Maurice Thorez. Alors là, et l'anecdote, je vous l'ai peut-être déjà racontée, mais ça fait rien. Pas grave. Ça fait rien. Il faut, bon, il y en a peut-être qui n'étaient pas encore réveillés pendant la dernière mission. Eh bien, il arrive donc au comité central là avec son rendez-vous avec Thorez. Il a une grande salle avec le bureau de Thorez au fond et tous les secrétaires fédéraux sont là, mais ils sont tous penchés à la fenêtre en train de regarder ce qui se passe dans la rue. Alors lui, il dit, putain, il doit y avoir un sacré truc dans la rue pour que tous les secrétaires, il le salue même pas quand il arrive, il l'ignore complètement. Bon, Thorez le reçoit, une heure de papotage, et il ne varie pas, il refuse de cautionner le procès de ses camarades, et Maurice Thorez, qui n'était pas un abruti complet comme ses secrétaires fédéraux, le raccompagne jusqu'à la porte, lui serre la main, etc. Ah, quand les autres voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils se précipitent sur mon camarade Boris pour lui serrer la main. Oh là là, voilà où on en était à cette époque-là au Parti communiste. Je ne sais pas si ça a changé, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé, ni au Parti communiste, ni à la CGT, c'est toujours un peu le même truc. On voit ce qui s'est passé avec Le Pen. Hein, bon, voilà, alors pour ça, moi j'aime bien cet homme. Pour son parcours, il a jamais varié dans ses engagements. Il en a subi évidemment les conséquences, hein, parce que bon, voilà, au Parti communiste, ça rigolait pas. C'est pas comme le Parti socialiste. Hein, là, il y avait pas de danseuse. Hein, ceux qui étaient pas d'accord, éliminés. Et puis pas éliminés. Moi, je me souviens quand j'étais assez jeune, mais quand même ça m'a marqué parce que évidemment, on en parlait dans les familles et tout ça, même si on n'était pas des communistes. Et ben voilà. Et donc c'était pas très gai cette histoire. Bon, alors c'est un mec qui est resté quand même debout tout le temps. Voilà, il est mort. Il a 94 ans. Il bombardait comme un sapeur. Vous verrez la vidéo que vous a mis Piquet-Cou sur le blog. Pendant 1 heure et quelques de film, il bombarde pendant 1 heure et quelques. Il passe des cigarettes aux cigarillos, etc. sans problème. C'est assez extraordinaire. Voilà, pour les tenants de arrêter de fumer, ça vous tue. Il faut leur penser le père Tasliski, qui peut-être s'il n'avait pas fumé, il aurait vécu jusqu'à 120 ans. Hein, mais bon. On aurait peut-être pu l'inviter dans l'émission. Ouais. Voilà, non mais il fallait en parler parce que c'est quelqu'un quand même, de mon point de vue, du point de vue de Piquet-Cou aussi, du point de vue de Piquet-Cou et du mien, qui a une position singulière dans ce milieu de faux cul, ce milieu d'opportunistes, ce milieu de gens qui font de la lèche, etc. pour du fric, des honneurs et tout ça. Lui, il a jamais participé à ce genre de choses. Il a eu des amis quand même assez intéressants, comme Aragon, mais il n'y a pas qu'Aragon. Hein, parce que Aragon, et comment c'est la chanson de Louis Lapointe? Aragon et Castille. Aragon et Castille. Moi, je l'appelle toujours Aragon et Castille. Eh ben, c'était quand même lui aussi Aragon, malgré qu'il se soit, je dirais pas compromis, mais presque avec le Parti communiste. Voilà, c'était quand même qu'il a défendu d'ailleurs Picasso. L'humanité avait demandé un portrait de Staline, c'est Picasso qui s'y est collé, et ça fait un scandale. Mais alors, et Aragon a pas non plus baissé son froc, il a quand même passé dans je sais plus quel journal communiste assez prestigieux, pour les intellos en tout cas. Voilà, bon, c'était des gens, qui étaient, à mon avis, qui se sont un petit peu trompés de direction à cette époque-là, quoi. Voilà. Je peux pas dire que nous, on s'est jamais trompé, hein, mais moins qu'eux quand même. Ça n'a pas eu les mêmes conséquences. On n'a pas autant de morts qu'eux sur la conscience. Voilà. Je parle pas du Parti communiste français particulièrement, mais de son mentor là, de l'autre côté du rideau de fer. Voyez-vous, hein, lire Sartre. Comment c'était Bref, je me souviens pas sur le coup, là, j'ai toujours des absences quand je veux parler de quelque chose, mais un des grands bouquins de Sartre là-dessus, sur les communistes, il faut lire aussi Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, et vous aurez une idée de ce que c'était, surtout Arthur Koestler, parce que lui, il l'a vécu dans sa chair,
ce que c'était que le communisme à son époque flamboyante. On peut rajouter qu'en fait, on connaissait pas particulièrement Boris Taslinsky et qu'on a fait sa découverte quand tu as évoqué dans ton presse-papier il y a une quinzaine de jours le projet de détruire une de ses fresques sur la crèche Louise Michel à Levallois, là, les beaux projets de Balkany. Donc c'est là qu'on s'est un peu penché sur cet homme et qu'on l'a découvert à travers cette vidéo d'1h30 qui, je trouve, qui nous met bien. On fait connaissance avec lui, c'est bien. Il est dans son canapé, il raconte, on voit pas mal de ses dessins, de ses peintures. Donc ça nous a quand même donné envie effectivement d'en parler, quoi. Oui, parce que c'est un beau personnage quand même, malgré tout. Voilà, je dis un beau personnage qui s'est jamais renié, qui a jamais renié ses amis. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maîtrise, sans publicité, Bolloré. Un racaille qui se termine, qui était consacré à 2 peintres qui nous ont, à des degrés divers et chacun à sa manière, bouleversé. Voilà. Charlotte Salomon surtout et Boris Taslinsky en complément. Et tout de suite, Pigeco vous parlez, évidemment, comme chaque mardi, vous l'écoutez, j'espère, des expos à ne pas manquer. Alors dans les expos à pas manquer, justement, si vous êtes dans les environs de Villefranche-sur-Mer ou si vous avez envie d'y aller, il y a une exposition sur l'œuvre de Charlotte Salomon qui est à la Chapelle Saint-Elme et qui se termine le 30 septembre 2015. Ouais, je vous conseille d'y aller. Moi, j'ai moi-même vécu, vous voyez, à Villefranche-sur-Mer pendant quelques années. C'était sympathique. Dans les musées, donc comme nous avons passé la journée de jeudi à Guéret, à 10h on était sortis du tribunal, le temps qu'on tourne un peu, il fallait qu'on s'occupe jusqu'au train de 7h le soir, donc on a découvert le musée de Guéret. Et là, c'était super belle découverte, c'est dans un ancien palais, c'est un musée qui est en même temps un musée d'archéologie, c'était au départ la collection de sciences naturelles qui a été donnée au musée, et c'est aussi donc un musée des beaux-arts, et là, est-ce qu'on a un bon pif? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on voit comme exposition? Maximilien Luce et les œuvres de Maximilien Luce, qui concernait tous les travaux haussmanniens, donc toute cette partie de son œuvre. Donc on était aux anges, on a vu des beaux tableaux, on était ravis. Et dans la collection justement permanente, qu'est-ce qu'on voit? Donc l'école de Crozant avec des Guillaumin. Voilà, à la totale, hein, les choses sont bien faites quand même. Voilà, entre le matin où c'était pas la joie et puis le soir où on découvre ce musée et surtout ces peintres dont on avait parlé peu de temps auparavant, ça a été vraiment une grande joie et un accueil magnifique, un espèce de grand bonhomme là, assez jeune, très enthousiaste. Ouais. Non, c'était vraiment le musée d'archéologie aussi avec des collections égyptiennes et tout ça qui est romaine, gallo-romaine, qui était intéressante. Oui, ouais. Ah ouais, vraiment, si vous êtes dans les environs de Guéret, c'est pareil, faut aller visiter absolument ce musée. Et on peut dire que quand on s'est promené à Guéret, on a bu 2 allongés en terrasse, et quand la dame nous a amené l'addition, c'était 2,60 € pour 2 allongés en terrasse, et là on s'est dit... il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Non, c'est mais génial. Les villes de province, c'est ça, quoi. Voilà. Et puis on sent que les gens prennent le temps de vivre, en tout cas. Voilà. Ça les empêche pas d'être dans l'action aussi, je vous dis, avec cette manif du matin, là, et tout ça. Bon, c'est un mélange, je crois, mais ça vit, en tout cas. Ça vit, ça pense, et ça agit. Voilà. Donc, en relation aussi avec le thème d'aujourd'hui, on a pu visionner un film qui s'appelle Le Labyrinthe du silence. C'est un film attendez, j'ai plus le nom. C'est un film de Giulio Ricciarelli. Ouais. Et donc là, on est en Allemagne en 1958 et c'est un jeune procureur qui va commencer à mettre son nez dans tout ce qui s'est passé à Auschwitz et découvrir toute l'horreur qu'il y a eu et qui veut donc intenter un procès à tous les nazis qui sont encore en libre circulation et on va voir que c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Et c'est une histoire vraie en plus. Voilà, c'est une histoire vraie qui a débouché donc en 63 sur je sais plus combien de nazis ont été inculpés. Oh, 19. Très peu en fait, mais bon, c'est quand même un procès symbolique qui est important, quoi. Qui est important pour comprendre un peu pourquoi et comment tous ces nazis ont survécu dans l'État ouest allemand et même est allemand. Ils sont restés à leur poste dans l'administration, etc. Voilà, des gens qui étaient quand même des assassins de masse. Voilà. Et bon, tout ça c'est expliqué, c'est bien fait. C'est très bien fait. Ouais.
Donc dans les expos, il y a donc ton voisin Michel Pelloual qui expose du 12 au 27 septembre au Centre d'art contemporain à la Rairie à Pont-Saint-Martin. C'est le collectif La Peau. Donc Michel Pelloual expose avec Vincent Verdeguer. Oui, alors là, on a essayé de trouver des liens sur le net, rien. Pelloual, il a pas de site, il a pas de blog, il a rien, quoi. Et apparemment, où il expose, c'est la même chose. Donc voilà, on est un peu embêté pour ça. Voilà. Sinon, il y a le jeune sculpteur qu'on avait invité dans l'émission, Julien Signolet, qui nous avait raconté son apprentissage auprès de René Coutel, qui nous a envoyé une exposition qui a lieu dans son atelier, donc au 175 rue de la Roquette, les 11, 12 et 13 septembre. Ce sont trois Japonais qui exposent chez lui. Voilà. Vous serez pas déçus si vous allez voir. D'ailleurs, son atelier, il y a quelque chose d'assez craquant. C'est une ancienne marbrerie, voilà, une des plus anciennes marbreries du coin. On faisait certainement des choses pour le père. La chaise. Il n'y avait pas une autre expo. Et il y a une expo. Alors la dernière, c'est l'association pour l'estampe et l'art populaire. Donc c'est une exposition qui s'appelle Séquence. Ce sont des monotypes et des gravures de Laurence Geoffroy. C'est du 17 au 27 septembre. Le vernissage est jeudi 17 septembre à 18h. Et donc c'est à l'association pour l'estampe et l'art populaire. Donc c'est au 49 bis rue des Cascades au métro Jourdain. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.